Nous allons maintenant essayer de comprendre le nouvel ordre mondial en quelques panneaux historiques. Il faut comprendre que ici au centre, nous avons donc l'Asie centrale. De cette Asie centrale qui est composée principalement de nomades, nous avons une matrice qui est issue en fait de la civilisation de Babel. Donc Nimrod, le roi de Babel, a eu un certain nombre de descendants qui, après la destruction de Babel, sont devenus des nomades et qui vont partir à partir de cette matrice à l'assaut du monde civilisé. Donc la première attaque qui est menée, c'est une attaque qui est menée contre l'Égypte, ici. Donc cette première attaque qui est menée contre l'Égypte, elle est menée par des descendants du roi Nimrod que l'on appelle les Hyksos. Ok. Ici, c'est la première attaque qui est menée, qui va amener un effondrement de l'Égypte et le remplacement des pharaons noirs par des pharaons blancs et la mutilation de toutes les statues et la falsification de l'histoire. C'est ce groupe en fait d'asiatiques, de centra-asiatiques. Alors on va plutôt mettre Centre-Asie plutôt que Asie. Donc ils sont tous donc des nomades, descendants du roi Nimrod, donc ils sont nomades par châtiment après la destruction de Babel, vont attaquer donc la Chine ensuite et vont créer la dynastie Huang. Donc ici on a une attaque de Hyksos, ici on a une deuxième attaque qui est une attaque des Mongols. Ensuite on a une troisième attaque qui va être menée, on va la placer ici, elle est menée contre la civilisation islamique de Bagdad. Donc on a la civilisation arabo-musulmane de c'est pas forcément facile d'écrire à l'envers. Voilà, Bagdad. On a une attaque qui est menée contre la civilisation de Bagdad, qui est donc menée par des Turcs. Donc ici on a des Hyksos, ici on a des Mongols et ici on a des Turcs. La quatrième attaque qui va être menée, eh bien, elle va être menée par l'Europe, et elle va être menée par les Khazars. Alors, les Khazars, ils vont s'attaquer d'abord à la civilisation portugaise. Ensuite, ils vont s'attaquer donc à toute la péninsule ibérique. Puis, ils vont s'attaquer au Vatican et à l'Égypte, avec la République de Venise. Puis, ils vont se déplacer vers le nord et s'attaquer à la Hollande, où ils vont s'installer durablement. Il y a une grosse colonie qui va se déplacer vers la Pologne et qui va finir par englober la Pologne, la Hollande dans un ensemble unique et va migrer donc massivement vers la Grande-Bretagne. Donc la civilisation de Grande-Bretagne s'effondre, elle est remplacée par les Anglo-Saxons et les Anglo-Saxons qui sont issus de ce courant de centra-asiatique et une des premières vagues, mais la dernière vague, c'est cette grande vague qui va venir comme ça avec tous ces Khazars. Donc on a 4 peuples qui vont partir à l'assaut du monde, 4 peuples qui sont des descendants de Babel et qui sont issus de l'Asie centrale et qui sont des nomades. Les Hyksos qui attaquent l'Égypte et la font tomber. Les Mongols qui attaquent la Chine et qui les font tomber. Et puis les Turcs qui attaquent la civilisation de Bagdad et la font tomber et la remanient. Chez nous, on a plusieurs vagues. On a les Huns, on a ensuite la vague donc des Anglo-Saxons et la vague des Khazars. À partir du XIIIe siècle, il y a cette vague de Khazars qui va déferler donc d'abord sur le Portugal qui tombe, tout le monde latin qui tombe, ensuite c'est le monde nordique qui tombe et tous ces gens-là vont s'installer en Grande-Bretagne. À partir de la Grande-Bretagne, ils vont mener un certain nombre d'opérations pour consolider donc leur grand rêve. Ils récapitulent, ils reprennent le rêve de Gengis Khan qui est d'avoir un gouvernement mondial. Donc à partir de la Grande-Bretagne qui est ici, qu'ils ont détruite, ces Khazars, ils vont profiter du travail qui a été fait par les Ibériques. Donc on s'aperçoit que eh bien les Espagnols, les Portugais, les Espagnols et les Latins en général sont partis à l'assaut de l'Amérique du Sud et de l'Afrique qu'ils ont colonisé. Donc c'est la grande période de la colonisation, donc les colons. Et ensuite, à partir de leur repère de bandits de Grande-Bretagne,
Donc ils ont attaqué les civilisations africaines et les civilisations sud-américaines. À partir de la Grande-Bretagne, ils vont attaquer les civilisations de l'Amérique du Nord, qu'ils vont toutes faire tomber, hein, pour consolider leur pouvoir. Donc ils ont un immense pouvoir qui commence à s'asseoir sur ces 3 continents, hein, donc l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Donc les deux Amériques et l'Afrique à partir de l'Europe, de la Grande-Bretagne, où on a donc l'Empire anglo-saxon qui commence à se constituer. De l'autre côté, ils vont partir à l'assaut de l'Inde, qu'ils font tomber et qu'ils occupent. Et ils vont partir à l'assaut du Japon, puis de la Chine, qu'ils attaquent et qu'ils font tomber. Donc c'est la colonisation de l'Inde, et c'est la colonisation du Japon avec l'ère Meiji, et ensuite l'attaque qui est menée avec la drogue, donc qui est exportée depuis le Moyen-Orient et depuis l'Inde pour détruire les élites et détruire, noyer de drogue la civilisation donc chinoise. Alors ils vont imposer plusieurs idéologies. Ces grands Bretons, ils vont imposer le nazisme tout simplement. Qui va affecter l'Allemagne et puis tout l'arc sud-européen. Et puis de l'autre côté, ils vont imposer, toujours à partir de la Grande-Bretagne, ils vont imposer le marxisme-léninisme, qui lui va frapper dans un acte inverse, c'est-à-dire d'abord la Russie, et puis ensuite il va aller frapper jusqu'en Inde. Hein. Donc on a un double mouvement comme ça de destruction qui est mené par eux. Voilà. Alors un mouvement de destruction fasciste, nazi, puis un mouvement de destruction communiste. Alors ces 2 mouvements, ils continuent, c'est-à-dire que on va avoir l'Afrique qui va être impactée par l'Union soviétique et l'Amérique du Sud, voilà. Et de l'autre côté, on a donc ce nazisme aussi qui lui passe par les États-Unis avec l'opération Paperclip, et puis qui amène le refuge des nazis en Amérique du Sud et en Antarctique. Donc on voit comment à partir de ce repère central de la Grande-Bretagne, ces gens du centre asiatique qui sont ici, ces centres asiatiques étaient des nomades, ils sont partis à l'assaut du monde et ils ont détruit toutes les civilisations. On peut se poser la question maintenant de savoir quel est leur projet, quelle est leur ambition. Il est assez facile à comprendre. Lorsque on a toujours notre Asie centrale ici de nomades, ils sont arrivés à pénétrer dans le cœur du dispositif occidental qui est la Grande-Bretagne, à la faire tomber et à la reprendre. À partir de la Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, ils trouvent le complexe mégalithique de Stonehenge. Qu'est-ce que c'est Stonehenge? Stonehenge en Grande-Bretagne, c'est dans le sud de la Grande-Bretagne. C'est un centre initiatique à partir duquel tous les semi-nomadisés de la future Grande-Bretagne et du continent viennent. On vient de très loin, hein, on vient du nord du Portugal, on vient du sud de la France, du Pays Basque, on vient de toute l'Écosse, on vient de l'Irlande et on se retrouve dans le centre initiatique de Stonehenge où tous les ans on a deux monuments. En fait, on a un monument de pierre et un monument de bois. Alors, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Stonehenge avec son monument de pierre et son monument de bois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un monument de pierre qui est dédié au culte des ancêtres et aux sages, et un monument de bois qui est orienté sur la vie sensuelle, etc. Et puis la vitalité et le futur. Voilà. Alors le projet des Khazars et de tous ces centres asiatiques qui sont arrivés ici, qui se sont sédentarisés en Grande-Bretagne, c'est tout simplement de retourner dans la terre de leurs ancêtres, la terre de la tour de Babel, qui est la terre de Cham. Alors ce retour de la terre de Cham, donc c'est le retour vers Cham. Cette terre de Cham, c'était là où il y avait la tour de Babel, c'était là où il y avait donc c'est une région qui est à cheval sur l'Israël actuel, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, l'Irak. C'est ce qu'on appelle maintenant le Grand Israël. Donc on voit tout à fait que le projet sioniste qui est porté par la couronne britannique, qui sont des descendants de ces centres asiatiques, ils sont venus se sédentariser
en Grande-Bretagne, et de la Grande-Bretagne, ils veulent remigrer dans leur terre ancestrale, qui est la terre de Cham, et à partir de la terre de Cham, ils veulent fonder à nouveau une civilisation de type Babel, qui s'appelle tout simplement le Nouvel Ordre Mondial. Hein. Alors, ce Nouvel Ordre Mondial, c'est un projet qui ressemble beaucoup à celui de Gengis Khan, celui d'Attila et d'autres. Hein. Ils ont pris ici l'information de la sédentarisation avec des semi-nomades autour en Grande-Bretagne, et ils veulent retourner en terre de Cham pour créer en fait leur civilisation babélienne. Tout ça, ça a un rapport d'ailleurs avec la civilisation de Göbekli Tepe, qui est l'équivalent de Stone Age, mais qui est plus ancien, qui date d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est à une période en fait où on a l'humanité qui est pas tout à fait sédentarisée, mais qui a toujours des nomades, mais un groupe de nouveaux sédentaires, de pré-sédentaires, avec autour des semi-nomadisés. Et c'est exactement ce que propose le projet de Nouvel Ordre Mondial. Hein. C'est de créer artificiellement une civilisation de sédentaires autour de laquelle tournerait un monde entier de semi-nomadisés. Alors, comment est-ce que leur projet va fonctionner ? Eh bien, très simplement, il faut se souvenir que ces anglo-saxons, ces Khazars, donc le groupe des 13 Illuminati, eh bien, ils ont toujours la même sentence. Ils sont d'abord des étrangers. Ils sont toujours des étrangers, donc ce sont des nomades qui vont rentrer dans des civilisations. Ils vont rentrer en tant qu'étrangers avec leur pratique, qui est principalement l'homosexualité sociale, c'est-à-dire ils sont principalement homosexuels, donc c'est ce qu'on appelle la secte de l'anus de feu. Donc ces Khazars, qui sont des étrangers qui vont entrer dans nos civilisations, ils sont donc principalement homosexuels. C'est leur pratique principale. D'autre part, deuxième chose, ils pratiquent la sorcellerie. Hein. C'est vraiment le troisième aspect qui est important si on veut les comprendre. Donc on va le noter, ils sont des étrangers. Ils pratiquent l'anus de feu. Ils sont portés sur la sorcellerie. Et ce qui est important, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont trouvé dans le talmudisme une source d'inspiration où ils vont pouvoir dissimuler la civilisation, toutes les connaissances de la civilisation de Babel, et en particulier la religion du nomadisme qui en est née, c'est-à-dire le tengrisme. Donc il faut toujours faire l'effort, quand on vous parle de judaïsme, de voir dans le talmudisme ce qui relève du judaïsme, et qui est bon, et ce qui relève du tengrisme, et qui est vicieux, qui était un nomadisme dévié. Donc dans le talmudisme, vraiment séparer les deux. Et on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont vouloir détruire la civilisation occidentale, toutes les civilisations dans lesquelles ils sont rentrés, ils vont commencer par accuser les juifs, tout simplement pour se débarrasser des juifs. Le judaïsme ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le talmudisme, avec au cœur du talmudisme cette relation, ce chamanisme noir qui est le tengrisme. Ok ? Ensuite, ils vont s'attaquer à la gnose, en particulier à la franc-maçonnerie. Les Illuminati l'ont attaqué, l'ont pris pratiquement à 99% le contrôle. Donc cette sorcellerie, en fait, elle veut détruire la gnose traditionnelle, et ils vont attaquer la franc-maçonnerie pour la discréditer. Donc discréditer les juifs, discréditer les francs-maçons. Ensuite, ils vont se servir des homosexuels pour donc pervertir tous les mœurs dans la société, imposer l'homosexualité comme norme et les pratiques sexuelles, toute la sexualité comme norme. Et donc ils vont éliminer les homosexuels traditionnels, particulièrement les homosexuels qui sont dans l'aristocratie, qui utilisent l'homosexualité comme mode de transmission. Et puis au final, ils vont s'attaquer aux étrangers, qui vont faire passer tous les étrangers du monde, en particulier les migrants, pour des démons et des gens qui viennent tout détruire, dans un système typique d'inversion accusatoire. Et on va retrouver tout à fait ça dans le marxisme. Donc le marxisme, il est fait par des juifs apostats. Il est basé sur l'occultisme. La plupart des bolcheviks qui ont fait la révolution, qui étaient payés par Rockefeller depuis Wall Street, étaient en fait des homosexuels, et ils étaient tous étrangers à la Russie. Et donc, ils ont utilisé cette pyramide ici pour détruire toutes les civilisations. Hitler a fait la même chose. Hitler, c'était un descendant des Rothschild. Il a d'abord accusé les Juifs pour détruire le judaïsme traditionnel.
et les forcer à aller dans l'État sioniste, c'est-à-dire en terre de Cham. Il a utilisé l'occultisme avec la société de Thulé. La plupart des grands dirigeants SS étaient des homosexuels, en particulier chez les SA. La nuit des longs couteaux, on a trouvé beaucoup de couples d'homosexuels qui ont été assassinés dans leur lit, des dirigeants des SA. Et Hitler a systématiquement utilisé les étrangers. Donc on s'aperçoit que par exemple Hitler, il est lui-même un Autrichien, il n'est pas un Allemand, mais que les nazis en fait vont aller recruter des gens dans le monde entier, en Croatie, en Croatie par exemple, dans le sud de l'Europe. En Espagne avec les franquistes, en Italie avec les mussoliniens qui vont se rallier à Hitler, mais aussi dans le monde arabe avec les frères musulmans et tout le fascisme arabe qui après sera d'ailleurs repris, qui deviendront donc des marxistes. Donc tous ces partis basses, ils ont commencé à laquelle appartient le président Bachir al-Assad de la Syrie. C'était à l'origine des groupes de nazis qui ont été payés et créés par les nazis. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les Palestiniens et sur les partis basses. Et ensuite, ils ont été sur les nazis en Palestine. Et ensuite, ils vont passer dans le camp de l'URSS. Alors actuellement, tous ces gens-là, ils sont pilotés par la troisième phase du nouvel ordre mondial. Donc la première phase, c'était le nationalisme allemand. La deuxième phase, c'était l'internationalisme. D'un côté, l'internationalisme capitaliste et de l'autre côté, l'internationalisme marxiste. Et maintenant, on va vers le supranationalisme. Et ce supranationalisme, il est principalement porté par le sionisme qui va reprendre toutes ces séquences. Donc le sionisme, il va s'attaquer à tout le monde, en particulier aux étrangers. Il va s'attaquer aux homosexuels, il va s'attaquer à l'ésotérisme et il va s'attaquer aux juifs. Mais par inversion accusatoire, il va faire croire aux gens qu'ils attaquent que ce sont les juifs, que ce sont les maçons, que ce sont les homosexuels et que ce sont les migrants qui sont en train de détruire les civilisations. Et en fait, cette astuce, elle a fonctionné déjà 2 fois avec le nazisme et puis ensuite avec le bolchevisme, elle est en train de fonctionner une 3e fois avec cette séquence. Et on remarque que c'est exactement ce qu'a porté Alain Soral. Alain Soral, c'est un déjudéisé, c'est quelqu'un qui a été refusé dans la franc-maçonnerie, c'est quelqu'un qui a mal vécu son expérience d'homosexuel et c'est quelqu'un qui est étranger. Et Alain Soral va se présenter comme un patriote alors qu'il est un étranger, comme un hétérosexuel alors qu'il est homosexuel, comme un défenseur de la gnose traditionnelle alors qu'il est un marxiste, et puis comme un antisémite alors qu'il est juif par la famille de sa mère. Donc voilà comment fonctionne l'imposture satanique, l'imposture des Khazars, qui est donc basée sur une seule et unique religion qui s'appelle le tengrisme. Et le chef du tengrisme, il s'appelle le prince de ce monde. Et vous connaissez son nom par la Bible. Voilà le dieu Tengri, le dieu de Babel, c'est Satan, le prince de ce monde, l'adversaire du projet de créer l'humanité. Donc voilà, vous avez compris le nouvel ordre mondial en 1, 2, 3, 4 schémas. Et vous avez compris le rôle d'Alain Soral, son obsession pour les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les migrants. Le rôle de la Grande-Bretagne, qui a toujours été caché par Alain Soral, et le fait qu'on confonde le projet sioniste, qui est un projet de reconstitution du Grand Cham, avec les Juifs et le projet d'Israël. Et puis, vous avez donc la façon dont les Khazars, avec les Latins, ont fait la colonisation, ensuite avec les Anglo-Saxons, et comment, avec 2 idéologies, ils ont déjà préparé toute la salade qui leur permettra d'arriver au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire après avoir détruit la synarchie égyptienne, après avoir détruit la synarchie chinoise, après avoir détruit la synarchie islamique, ils ont attaqué et détruit la synarchie européenne, sur la base de laquelle ils veulent créer leur nouvel ordre mondial qui évidemment ne fonctionnera pas et s'effondrera parce qu'en Égypte ils ont été digérés, en Chine ils ont été digérés, à Bagdad ils ont été digérés et nous allons donc les digérer en Occident avec l'avènement puis l'effondrement du nouvel ordre mondial. Voilà. Maintenant vous en savez un petit peu plus en quelques schémas sur la situation dans laquelle on est et on vous cache que le principal agent, c'est la Grande-Bretagne, avec ses anglo-saxons et ses Khazars, qui ont comme bras armés donc les États-Unis.
et dont le repère de bandits en fait se trouve ici en terre de Cham, qui est donc l'État sioniste et en particulier les services de renseignement de cet État-là, à qui ils font faire les 400 coups. Mais il faut jamais oublier que le donneur d'ordre, c'est la couronne britannique et les 12 familles d'Illuminati qui sont autour d'elle. Voilà. J'espère vous avoir montré l'effroyable imposture de la couronne britannique, l'effroyable imposture de Donald Trump, et l'effroyable imposture de Netanyahou et de ses agents en France, dont Alain Soral, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut et toute la clique des pseudo-intellectuels qui sont là pour vous défranciser et vous décatholiciser. Voilà, bienvenue dans le monde de la vérité. Vous avez pris la bonne pilule. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. You're a thought criminal. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 + 2 = 4. Clasp your hands behind your heads. Surrounded. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are they? There are thought criminals who maintain that resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. A brother from the age of the thought police. 30 to 40 group, take your places, please. Double plus good, this. Junard, I don't think there's a single piece of meat in this, do you? You knew this would happen, Winston. The individual is only a cell, Winston. Dans une société où le type de l'homme viril, quand il ne s'identifie pas à la larve blafarde appelée intellectuel ou professeur, au fantoche narcissique dénommé artiste ou à cette petite machine affairée que le banquier ou le politicien, est représenté par le boxeur ou l'acteur de cinéma, dans une telle société, il était naturel que la femme se révoltât, dit le baron Evola. Or, ce qui est très amusant, c'est que Alain Soral va à Sao Paulo, ça coûte 15 000 € pour commenter l'œuvre du baron Evola qu'il n'a pas lu. Et le baron Evola présente exactement le type d'être de Soral, le petit boxeur, le petit acteur minable, comme l'exemple même de la sous-larve, du dégénéré, de l'abruti métropolitain qui n'est qu'un déchet de l'humanité et un déchet de la modernité. Alain Soral, l'imposteur, un tel imposteur qu'on se demande bien pourquoi il arrive autant à embobiner les foules et comment et que sait-on sur lui. Et on va le voir dans la vidéo qui suit, effectivement. Alain Soral a de très graves crimes à se reprocher, comme le dénonce un de ses amis d'origine africaine, et ensuite un professeur de philosophie qui nous explique quel a été le rôle d'Alain Soral pour ses mentors qui sont la couronne britannique, la CIA et un milliardaire israélien de Tel Aviv, parce que maintenant les faits sont connus.
La stratégie la plus usitée par Soral, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la pleurniche. Hein. Le monde entier veut sa peau, ils veulent tous le tuer, le massacrer, les procès. Il a 500 000 € de procès, il fait des demandes de dents, etc. sur Internet. C'est la pleurniche systématique. Enfin, ça déjà, ça se fait pas, puisque monsieur ne cesse d'accuser la communauté qu'il nomme organisée par rapport au choix business, etc. Et donc, alors que lui, il fait exactement la même chose. Et il dit qu'il est harcelé judiciairement. Sauf que si on y regarde de plus près, vous allez sur la liste des procès. C'est que des procès pour injure publique, pour diffamation. C'est tout, hein. 80%, 90% des procès, ce n'est que pour ça. Par exemple, quand il traite Louis Alliot de suceur de sionistes, de crétin, je sais pas quoi, quand il va traiter de fils de prostituées Choprade, quand il va traiter, obligatoirement, il aura des procès et il va les perdre. Il n'y a pas de possibilité de gagner ces procès. C'est des injures publiques, des diffamations, etc. Bon, il aurait pu dire les mêmes choses de manière beaucoup plus subtile en étant précis et efficace et sans avoir de procès. Mais comme ce type est une racaille et il a un langage ordurier, il ne peut pas s'en empêcher. Et le Subutex aidant à 3-4 heures du mat', vous remarquerez, c'est là où il se lâche, où il insulte tout le monde sur Internet. C'est pour ça que la question du Subutex est très très importante. Ils vont nous dire, oui, pourquoi vous avez parlé du livre de Street Press, le système Soral? Parce que tout simplement, c'est un livre qui a fait une enquête sur Alain Soral. Eux, quand ils vont faire reprendre des articles de Street Press sur égalité et réconciliation, ça date du 13 septembre 2014. Ils ont le droit, eux, de reprendre les articles de Street Press, pas nous. Ça tient pas la route. Il va nous dire, oui, c'est chez Kalman Levy, oulala, c'est signé, les sionistes. Lui-même a édité chez Kalman Levy la vie d'un vaurien qu'il est. Lui-même a édité chez Kalman Levy. Donc lui, il a le droit d'éditer chez Kalman Levy, mais pas Street Press. Bon, ok. Actuellement, il est édité chez qui? Il est édité chez Frank Spengler. Qui est Frank Spengler? C'est le pape de la littérature érotique française. C'est un gauchiste, un bobo de la pire espèce. C'est le bobo le plus... Voilà. C'est les gens qu'il critique. Pourtant, grâce à lui, il vend ses livres à la FNAC. Ok, très bien. Comprendre l'Empire, et il ne dit rien. Quand il fait un livre avec Éric Nolot, c'est la gauche caviar quand même. C'est une blague. Lui, il a le droit d'écrire des livres avec Éric Nolot, mais nous, on n'a même pas le droit de lire les livres des autres et de les critiquer. Ça n'a ni queue ni tête. Vous allez voir très facilement, très rapidement, la revue de presse des deux dernières semaines sur égalité et réconciliation. Les sources, c'est 7sur7.be. Les sources, c'est Le Figaro, c'est Yahoo, c'est Le Figaro, Numérama, Libération, RTBF.be, Direct Bidule, Direct Minute, c'est Bolloré. Donc eux, ils ont le droit de récupérer des articles sur la presse mainstream, mais nous, non. Quand je fais une vidéo et un procès que je gagne contre Pierre Bélanger de Skyrock, la dérive Skyrock. L'article qui est la source de ce livre et de ce procès, c'est un article de Fabrice Tassel de Libération, Rothschild. Donc, je ne vois pas où il est le problème. Ils ont applaudi des deux mains pour ce livre. Ils étaient tous contents, ils sont venus nous soutenir, etc. C'était un livre c'était une information de Libération, de Rothschild. Quand je parle des livres de Sophie Coignard ou de Pierre Péan, ce sont des journalistes du Point, du Monde, de Libé, de l'UMA. Ce sont des journalistes officiels. Pourtant, les informations, il faut bien les sortir de quelque part. Donc, ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Encore une fois, enfin, ça n'a ni queue ni tête. C'est de l'hypocrisie, c'est vraiment de l'hypocrisie, c'est de la dialectique. Tout est permis, le mensonge, la tromperie, pour avoir raison. Et ça, c'est pas ça le projet initial. Hein. Le projet initial, c'était d'élever le niveau, c'était de combattre le système qui est mensonger, qui censure les autres. Alain Soral a passé ces dernières années à censurer les gens. Il a censuré les livres de Kémy Séba, Supranégritude ou Black Nihilisme. Il a censuré Joel Corbeau parce qu'il lui faisait du tort et de la concurrence. Alain Soral n'est là que pour faire du business et faire un coup d'État et se proclamer chef
de la dissidence et en récolter l'usufruit. Hein, c'est tout ce qu'il fait. Pendant 7 semaines, après la sortie du livre de Blanc-Rue, il l'a censuré parce qu'il allait contre la ligne politique du gourou. Donc, et ça, cette censure-là, et j'en passe, c'est des meilleurs, il y en a plein d'autres qu'il a censuré. Hein. Et cette censure-là, c'est quand même grave. On la reproche au système, à l'empire qu'il nomme si bien, et nous on l'a fait et on va l'accepter en plus. C'est hors de question, hors de question. C'est inconcevable. Donc, après cette introduction, on va parler des grands chapitres du livre. Je ne vais pas tout vous citer. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.